tout le monde. Oui, je fais encore une vidéo. Je suis en semaine relâche, je m'ennuie, donc yeah. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ça va être le trouble de la personnalité limite. Puis c'est en fait comme le sujet de vidéo qui a comme parti cette série-là parce que mais je trouve que c'est vraiment un diagnostic très stigmatisé et mal compris. C'est ça, je tiens à en parler, puis comme à, je sais pas, sensibiliser un peu les gens sur ce que c'est et ce que ce n'est pas, tu sais. Donc, pour les petits disclaimers de vidéo, bon, on risque de parler ou de mentionner de la détresse émotionnelle, des comportements d'automutilation, de troubles alimentaires, d'idéation suicidaire ou de tentative de suicide, de trauma et d'hospitalisation. Donc, entre autres, je sais pas si j'en oublie, mais comme ça pour dire que comme pas mal toutes les trigger warnings vont s'appliquer à cette vidéo-ci. Encore une fois, je rentrerai pas dans les détails, mais comme on va parler de sujets, c'est ça quand même assez sensible. Donc, si vous n'êtes pas dans le bon mindset pour écouter ça, c'est le moment de quitter la vidéo. Je le prendrai pas mal. Deuxième disclaimer, ma voix est vraiment dégueulasse en ce moment. Elle est en train de muer, donc désolée si ça sonne mal. C'est la vie. Donc, comme d'habitude, on va y aller, on va commencer avec le parcours qui a mené à mon diagnostic, puis ensuite de ça, on va passer au travers des critères diagnostiques. Je risque de faire une vidéo un peu plus tard. J'ai d'autres sujets de vidéo que je veux faire là-dessus, parce qu'il y a entre autres 4 sous-types de personnalité limite, puis ça va jouer aussi sur les symptômes. Donc, je rentrerai un peu plus en détail là-dedans, peut-être dans une prochaine vidéo. Donc, ouais, le parcours qui a mené à mon diagnostic, dans le fond, moi j'ai été diagnostiquée à 17 ans. Dans le fond, tout au long de mon adolescence, comme quand j'avais comme 15-16 ans, j'ai eu quand même beaucoup d'aller-retour à l'hôpital, de comme je me fais hospitaliser un mois, je sors, quelques mois après je retourne, puis bon, ça a été un peu ça. Et à chaque hospitalisation, dans le fond, on me disait comme, as-tu déjà entendu parler du trouble de la personnalité limite? Parce que t'as quand même pas mal de traits. On peut pas te diagnostiquer. Mais, j'étais comme, ok, ben j'ai déjà entendu parler, mais comme, pas plus que ça. Puis, bon, dans le fond, il évite de diagnostiquer à l'adolescence parce que, comme c'est un trouble de la personnalité, puis que ta personnalité est comme pas encore 100% figée dans le ciment à l'adolescence, bon, il évite de faire ça. Puis aussi, comme beaucoup d'aspects, comme l'aspect comme impulsif ou d'émotions intenses, c'est des choses qui viennent aussi un peu avec l'adolescence à un certain point. Donc, c'est pour ça qu'il évite de diagnostiquer trop jeune. Puis ensuite de ça, à 17 ans, en 2017, j'ai été hospitalisée dans une unité adulte. Puis c'est le psychiatre de garde, dans le fond, qui m'a vu à l'urgence, qui m'a comme diagnostiqué ça sur le coin d'une table. Parenthèse, là, ça n'a pas été fait hyper correctement. Puis cet hospital-là, en général, a été vraiment un peu horrible. Mais bon. Donc c'est là que j'ai eu le diagnostic. Puis à partir de là, je veux dire, on me l'a pas vraiment expliqué ce que c'était. Mais bon, j'ai été faire mes recherches et tout. Puis après ça, en thérapie, bon, on en a parlé un peu plus. Puis j'ai comme appris à me connaître là-dessus. Moi, mon sous-type, c'est comme pas des sous-types officiels. Mais je me catégorise plus dans le type silencieux et le type autodestructeur. Les deux autres types, c'est impulsif et pétulant. C'est ça, au niveau des symptômes, je vais en parler un peu plus tard, mais comme ça va jouer un peu sur comment ça s'exprime chez moi versus comment ça s'exprime chez quelqu'un d'autre. La définition du trouble, c'est une tendance persistante à des relations, une image de soi et des émotions instables, donc une dysrégulation émotionnelle, excusez-la, et une impulsivité prononcée. Donc ça, c'est la définition générale. Ensuite de ça, il va y avoir 9 critères diagnostiques, mais pour être diagnostiqué, dans le fond, il en faut au moins 5 des 9. Donc, le premier critère, ça va être des efforts désespérés pour éviter l'abandon réel ou imaginaire. Ça, c'est un critère qui est quand même pas mal généralisé là, chez les personnes qui ont un TPL. Dans le sens que c'est un trouble qui généralement vient chez des personnes qui ont eu des traumas durant l'enfance,
généralement, pour les gens, c'est pas mon cas, mais généralement, ça va venir d'un environnement familial abusif. Ça va jouer sur ton type d'attachement. Euh, donc, c'est ça. Ça joue vraiment beaucoup sur ta façon d'entrer en relation, puis c'est ça, la peur de l'abandon est vraiment très, très forte. C'est comme un des plus gros critères là, du trouble. Euh, Bon, pour moi, des efforts désespérés pour éviter l'abandon, je me gère un peu mieux qu'avant, mais comme ça va passer par vraiment, je vais être hyper sensible, hyper comme capable de voir comme dès qu'il y a un petit changement de ton chez la personne ou comme que les gens agissent un peu différemment envers moi, même si c'est rien de gros puis que c'est juste parce que la personne a une mauvaise journée ou des trucs comme ça. Euh, Puis tout de suite après ça, moi, ça va venir me déclencher, puis je vais vraiment essayer de compenser, puis d'essayer de tout faire pour que la personne parte pas, dans le fond, puis de tout faire pour être appréciée, puis comme... euh, ouais, c'est ça. Pour moi, ça va venir dans vraiment des mini comportements, mais comme euh, vraiment beaucoup de people pleasing et d'essayer d'être comme le plus pas désirable dans un sens amoureux ou whatever, mais comme désirable en tant que personne, en tant qu'ami possible. Euh, Puis, bon, ça va être des petits comportements de genre vraiment comme essayer vraiment d'entrer en relation avec les gens, puis essayer le plus possible, de salut, puis comme euh, de, de, de me sentir inclus dans les conversations. Ouais, ça paraît peut-être pas énormément de l'extérieur, mais comme moi, je le vis comme très intensément. Je viens de me rendre compte que j'ai pas donné beaucoup d'exemples. J'ai fini de filmer la vidéo, mais bon, ma vie sociale en ce moment, c'est surtout plus à la job, même si c'est comme pas une vie sociale comme telle, mais bon, fait que les exemples que j'ai, c'est plus relié à ça, mais tu sais, mettons, je vais m'assurer, comme quand je vois mes collègues entrer pour leur chiffre, sortir pour leur chiffre, je vais m'assurer de leur dire bonjour, puis comme euh, s'ils me répondent pas en retour, je vais être comme ah merde, il me boude, tu sais. C'est des trucs vraiment cons, là. Puis je m'en rends compte sur le coup que c'est con, mais comme bon, c'est plus fort que moi. Euh, ou c'est ça, juste des petits trucs comme il y a une conversation dans la salle des employés, je vais essayer de m'intégrer des fois trop, genre des fois j'ai pas à m'intégrer à cette conversation-là ou comme, je sais pas, là, quelqu'un va montrer une photo de ses cheveux, va le montrer à comme trois personnes, pas moi, je vais être comme. C'est vraiment des comportements que comme par la suite, je regarde ça puis je suis comme. C'est clingy, c'est vraiment comme ridicule. Mais bon, sur le coup, c'est comme plus fort que moi. C'est des trucs comme ça. Puis comme là, j'ai juste ces exemples-là parce que récemment, c'est ça. Mais comme dans toutes mes relations, autant dans mes relations amoureuses que mes amitiés, un peu moins dans mes relations familiales, là, parce que ça touche pas tant ça pour moi. Mais bon, c'est des petits comportements comme ça, vraiment weird, que comme les gens vont peut-être remarquer. Généralement, je pense que ça paraît pas trop, genre. Au pire, ils vont être comme, qu'elle est awkward, là, mais ça va être ça, là. Euh, mais comme, en tout cas, moi, c'est vraiment comme des pensées qui sont vraiment tout le temps là, puis d'essayer de gager, genre, ok, là, c'est correct si je viens m'asseoir à la table avec eux, ou que. Beaucoup, beaucoup d'anxiété sociale pour pas grand-chose, en fait. Pour certaines personnes, ça peut venir avec, bon, du acting out ou du si tu me quittes, moi, je vais faire telle affaire, ou comme des, un peu de la manipulation là-dessus. Moi, ça vient moins là-dedans, mais c'est plus comme c'est ça, du people pleasing puis des choses comme ça. Le deuxième critère, ça va être des relations intenses, instables, qui alternent entre idéalisation et dévalorisation de l'autre. Donc, euh, relation intense, instable, généralement, c'est quelque chose qui est là. Parce que, entre autres, à cause du premier point qu'on a mentionné, là, la peur de l'abandon qui va vraiment prendre toute la place, qui va amener des comportements euh, juste comme l'attachement émotionnel envers les gens est parfois comme trop intense pour ce que la relation est en réalité. Puis comme, c'est ça, les gens sont peut-être pas sur la même longueur d'onde dans le sens que moi je peux être comme, oh mon Dieu, t'es tellement une personne importante pour moi. Puis l'autre, c'est comme, ben ouais, mais c'est mon ami, là. Mais comme, fait c'est sûr que quand les deux personnes sont pas sur la même longueur d'onde, ça peut créer c'est ça, des relations assez intenses et instables. Euh,
Une partie de ça qui est moins là pour moi, mais qui peut être là, surtout c'est ça, les deux sous-types qui me correspondent moins, qui vont être plus dans l'acting out et des trucs comme ça. Il va y avoir un concept qui s'appelle en anglais le splitting, mais dans le fond, c'est vraiment le principe d'avoir vraiment une vision très noire et blanc des choses et des gens surtout, dans le sens que justement, comme on dit à ce point-ci, là, ça va être de ah, cette personne-là dans ma vie est tellement comme c'est tellement une bonne personne, puis comme je m'entends tellement bien avec, puis comme elle peut jamais rien faire de mal, puis comme tout ce qu'elle fait c'est excellent, puis comme elle a aucun défaut, puis dès que la personne va faire comme un petit truc où justement que tu vas percevoir qu'il y a un changement d'attitude de cette personne-là envers toi, ou comme un conflit qui pourrait se régler par, par de la communication, mais comme qui vient vraiment plus te chercher, ben là, ça va tomber en cette personne-là, je l'haïs, elle me veut du mal, nanana. Fait bon, c'est ça. Moi, c'est moins présent chez moi. Là. Généralement, je suis quand même capable de faire la part des choses, mais c'est comme quelque chose qui peut être assez fréquent chez les personnes qui ont un TPL. Ça peut être très, très volatile, ça peut arriver assez rapidement. L'autre concept que j'ai mis, c'est le concept de la personne favorite. Là. J'en ai un petit peu parlé, mais comme dans le sens de quelqu'un qui va se prendre vraiment un attachement émotionnel vraiment trop grand pour une personne, ou comme va accorder énormément d'importance à la relation, même si c'est une relation comme quand même de surface et tout. Donc, dès qu'il y a une mini fluctuation là-dedans, ou au niveau de l'humeur de l'autre personne, ou ben, ça va avoir un énorme effet sur la personne qui a le TPL, qui va comme ça va complètement déréguler ses émotions. Ça va vraiment comme prendre toute la place alors que comme c'est pas censé. Ouais, donc ça c'est quelque chose qui arrive aussi. Troisième point, une image et un sens de soi instable. Je pense que c'est surtout dû au fait que comme les personnes TPL vont avoir tendance à vraiment se voir comme dans le regard des autres. Donc, se valoriser par ah, ben, mon ami trouve que je suis drôle, fait que moi, c'est ça, je suis une personne drôle dans la vie, puis comme, ou ah, mon prof trouve que je suis vraiment bon en maths, fait que comme c'est moi, là, je suis bon en maths, t'sais. Fait que c'est un peu d'après moi, ça vient un peu de l'aspect qu'une fois que tu te ramasses seule ou que t'as plus ce filtre-là du regard des autres, de ce que les autres pensent de toi, ben là, il peut y avoir un genre de sentiment de vide de comme, ok, mais moi, pour moi, je suis qui en fait, donc ça peut jouer là-dessus. Ça peut être vraiment comme, c'est ça, là, des intérêts ou des passions vraiment intenses qui vont durer vraiment très peu longtemps, puis après ça switch, mais c'est viscéral quand ça se passe. Pour moi, ça passait vraiment beaucoup par la valorisation dans le regard de l'autre. Dans le sens que, mettons, c'est ça, j'ai étudié en littérature. J'étais toute ma vie, c'était comme ah, t'écris bien et ouais, puis c'était quelque chose qui me valorisait vraiment beaucoup. Et je basais ma valeur en tant que personne là-dessus. Donc ouais, quand j'ai été étudiée là-dedans, puis c'est quelque chose que j'aime aussi, mais comme quand j'ai été étudiée là-dedans, ça a vraiment comme été un gros clash parce que soudainement, c'est ça, mes notes allaient vraiment déterminer comme qui j'étais comme être humain, dans le sens que comme j'ai toujours été la meilleure personne dans la classe là-dessus, puis là soudainement comme oh, je suis peut-être plus la meilleure, puis là oh, ça vient vraiment comme m'attaquer moi ma valeur, tu sais, en tant qu'individu. C'est une des raisons pour laquelle j'ai lâché, parce que ça devenait vraiment trop intense, puis je perdais le plaisir là-dedans. Une impulsivité dans au moins 2 domaines qui pourraient être, ils écrivent autolésionnel, mais je préfère dire autodommageable, parce que autolésionnel, ça fait très physique, mais comme bon. Ils donnent par exemple des rapports sexuels non protégés, qui peuvent être une forme d'automutilation dans un certain sens, mais comme c'est ça, des comportements qui te mettent en danger, toi. Bon, ils mettent frénésie alimentaire, donc souvent ça peut être des comportements alimentaires comme de l'hyperphagie, boulimie ou des... ben, je rentre la restriction alimentaire là-dedans aussi, même si c'est pas une frénésie alimentaire, mais dans le sens des comportements alimentaires qui te sont néfastes. Conduite imprudente, bon, ça s'applique pas à moi, je conduis pas, là. STM for the win. Mais ouais, ou des trucs comme dépenser son argent vraiment impulsivement, ou comme tout ce qui va être comme abus de substance ou c'est des comportements dommageables. Chez moi, c'est quand même
assez présent, je dirais, surtout dans les dernières années. Euh, on dirait que mon impulsivité a augmenté. Euh, c'est intéressant. Ensuite de ça, ben, c'est un peu relié, là, mais un comportement, des gestes et ou des menaces suicidaires ou d'automutilation répétées. J'aime pas la façon dont ils l'ont phrasé là parce que ça sonne comme si tous les comportements d'automutilation, toutes les idéations suicidaires, comportements suicidaires étaient utilisés comme menace et comme moyen de manipuler le monde, alors que parfois ça l'est, mais en général, c'est que ça part vraiment d'une souffrance réelle. J'ai l'impression que comme ce cliché-là est comme surtout néfaste comme dans la communauté médicale parce que généralement, ces gens-là vont être vus comme euh, cherchant de l'attention puis comme vont pas être pris au sérieux puis ils vont pas recevoir l'aide dont ils ont besoin. Euh, donc c'est ça, mais j'en parlais un peu, mais comme les personnes TPL, ma psy a décrit ça souvent comme si on était des grands brûlés des émotions. J'aime bien la comparaison là, dans le sens que comme bon, à partir du trauma ou quelque chose comme la grande brûlure, ben, on devient hyper sensible, hyper réactif à ça. Euh, les personnes TPL vont être des personnes vraiment, c'est ça, dotées d'une grande sensibilité, d'une grande empathie, ce qui peuvent être des points très positifs, mais aussi c'est qu'on va ressentir les émotions de façon beaucoup plus intense que la population régulière. Donc, ça peut, c'est ça, ça tombe rapidement dans les extrêmes, puis comme, mais ce ressenti-là est réel et vraiment souffrant et ça peut amener, c'est ça, des comportements comme ça. Bon, là, ici, j'ai des petites statistiques, mais comme euh, jusqu'à 33% des suicides complétés sont le fait de personnes qui souffraient d'un TPL. Donc, c'est quand même assez élevé, là. C'est comme le tiers des suicides complétés vont être dus à un TPL. 8 à 10% des personnes atteintes d'un TPL se suicident. Ben, ils complètent leur suicide. Et 60 à 70% des personnes atteintes d'un TPL vont faire une ou des tentatives de suicide au courant de leur vie. Donc, c'est quand même des pourcentages assez élevés. Donc, c'est ça, ça prouve que la détresse est réelle, puis ça me, ça me frustre un peu quand c'est comme discrédité parce que, en tout cas, c'est ça, généralement, ça va être chronique dans le sens que ça va pas être une phase suicidaire au cours de la vie, mais comme ça va réarriver. Euh, bon, puis au niveau des comportements automutilatoires, je pense que ça rentre un peu dans, c'est ça, dans l'auto-sabotage et dans l'impulsivité. Ouais, c'est ça. Ensuite de ça, des sautes rapides d'humeur qui durent généralement quelques heures et rarement plus de quelques jours. Euh, Bon, souvent, on va comparer le TPL au trouble bipolaire en disant, bon, le trouble bipolaire, généralement, ces phases-là vont durer assez longtemps. Euh, donc, des phases de dépression et des phases de manie. Euh, pour le TPL, ça va être des phases de dépression et des phases d'hypomanie, donc c'est un petit peu plus bas que la manie. C'est quand même assez intense, c'est juste que, comme généralement, ça se rendra peut-être pas jusqu'au... Parce que la manie peut peut se développer en psychose et en autres trucs comme ça. Euh, Donc oui, puis généralement, on disait que le trouble bipolaire, ça allait être des variations lentes, de longues périodes. Le TPL, généralement, ça va être très rapide, même parfois plusieurs fois dans la même journée pour certaines personnes. Excusez. Euh, il peut y avoir des phases mixtes aussi, donc des phases où il va y avoir les deux en même temps, donc les symptômes dépressifs d'une phase dépressive et euh, le, comme l'impulsivité, la frénésie d'une phase d'hypomanie. Ce qui peut être assez un combo assez mauvais. De mon côté, je m'identifie plus ou moins aux critères dans le sens que je vais avoir des émotions vraiment intenses, puis je vais avoir ces phases-là de dépression, ces phases-là d'hypomanie. Généralement, plus des phases de dépression que d'hypomanie, là, ou des phases mixtes, mais c'est rare que ça va être juste hypomanie. Généralement, je suis plus dans le côté down. Mais pour moi, les changements vont rarement arriver très rapidement. Généralement, ça va être sur des longues périodes, dans le sens que, bon, ça peut passer de quelques jours au plus court pour moi à quelques semaines, voire un mois ou deux,
Euh, donc, de ce côté-là, je ressemble plus aux troubles bipolaires là-dessus, mais bon, mes phases sont plus longues. Mais c'est ça, bon, généralement, pour les gens atteints d'un TPL, ça va être assez rapide, puis ça peut être vraiment débilitant, là, quand... d'essayer de gérer toutes ces émotions-là qui sont déjà là plus fortes qu'elles ne devraient l'être, puis hyper rapide en plus. Bon, c'est difficile à gérer. Ensuite de ça, le prochain critère, c'est sentiment persistant de vide. Beaucoup de gens avec un TPL vont le décrire comme se rattachant un peu à l'aspect d'une personnalité, pas d'une personnalité, mais comme d'un sentiment d'identité diffus ou pas clair, dans le sens que ça va être justement une fois que tu te ramasses seul, ok, qui je suis, entre ces phases-là d'émotions vraiment intenses, d'avoir comme un vide émotionnel qui s'installe, puis de genre, wow, c'était quelque chose, tu sais. Donc, sentiment chronique de vide, généralement, ça va s'exprimer comme ça. Moi, pour moi, je le vois plus... c'est sûr que des fois, ça arrive comme que ça arrive comme d'exhaustion, ça se dit pas ça en anglais. D'être vraiment très fatigué de ces changements-là émotionnels, puis que ça soit comme de là que vient le sentiment de vide. Mais généralement, pour moi, ça va arriver plus dans les périodes... Je veux dire, c'est quelque chose qui est, encore là, sentiment chronique de vide. Donc, c'est tout le temps là. Pour moi, c'est le 24/7, mais généralement, c'est quand même gérable. Quand ça va devenir vraiment très intense, ça va être généralement dans les périodes plus dépressives. Ça va être, c'est ça, plus relié à ces sentiments-là de déprime et tout. Moi, je le ressens... C'est vraiment bizarre à expliquer, mais moi, je le ressens vraiment comme de façon physique, dans le sens que j'ai l'impression d'avoir comme un trou noir au creux de la poitrine. C'est comme toujours un peu là, puis comme j'apprends à l'ignorer. Puis dans les périodes où ça devient vraiment plus intense, c'est honnêtement un des symptômes qui est très souffrant pour moi. J'ai l'impression que ça englobe tout, que ça avale tout, que ça avale toute la joie autour de moi, que ça avale toute émotion, tout ce qui peut compter dans la vie, puis il y a juste ça qui est présent. Puis bon, généralement, quand ça va être présent à ce point-là, c'est là que je vais avoir des phases plus suicidaires. Pour moi, ça se manifeste comme ça, mais bon, bref, c'est un symptôme qui est quand même assez présent puis assez gossant. Ensuite de ça, une colère intense, inappropriée ou des difficultés à contrôler la colère. Ça, c'est un des points qui va varier selon ton sous-type un peu de TPL. Les deux sous-types auxquels je m'identifie moins vont généralement avoir cet aspect-là quand même assez fort, dans le sens qu'ils vont être très explosifs, ça va jouer beaucoup sur leur relation avec les autres, dans le sens qu'il va avoir souvent des situations de conflit, des crises de colère où ils vont exploser, ou la difficulté à gérer ça, donc ça peut devenir violent physiquement, ou comme ça peut être, je sais pas, vraiment comme une colère très intense et mal gérée. Pour moi, la colère, c'est une émotion que je réprime énormément et qui me fait vraiment peur. Je la réprime trop, en fait, c'est pas plus simple. Mais tout ça pour dire que c'est très rare que je vais exploser envers quelqu'un ou comme être agressif envers les autres. Généralement, soit je vais comme transformer, inconsciemment, mais cette colère-là va comme se transformer en tristesse, en déprime, ou cette agressivité-là, je vais la retourner contre moi-même. Donc c'est ça, c'est rare que ça va sortir envers les autres. Même quand les autres sont fâchés envers moi, c'est rare que... Généralement, je vais être juste comme figée, puis comme ça va être rare que je vais répliquer. Il faut vraiment que je sois à bout là, pour que ça sorte. Mais généralement, c'est ça va ressortir contre moi-même. Donc c'est pas plus sain. C'est juste une façon différente d'exprimer ce symptôme-là. Et le dernier point, c'est des pensées paranoïdes temporaires ou des symptômes dissociatifs graves déclenchés par le stress. Puis là-dedans, je rajouterais aussi, quand il va y avoir parfois là, des symptômes d'hallucination ou des trucs comme ça là, dans les périodes de stress intense. Donc, les pensées paranoïdes temporaires, bon, pour moi, ça vient vraiment se rattacher à cette peur-là de l'abandonnement ou du rejet. Donc,
ça va être c'est ça. Les gens parlent dans mon dos, les gens tiennent avec moi juste par pitié. Dans le fond, je suis vraiment un boulet. Puis des choses comme ça. Euh, pour certaines personnes, ça va être différent. Ben, généralement, ça se relie un peu là, à la peur de l'abandon, mais comme il peut y avoir des pensées paranoïdes autres, comme je me sens observée ou des. Bon, je peux pas tant en parler parce que j'ai pas tant ces symptômes-là. Moi, ça s'exprime vraiment plus dans la peur de l'abandon et du rejet, mais bon, il peut y avoir des pensées paranoïdes autres. Au niveau des symptômes dissociatifs graves déclenchés par le stress, bon, ça c'est un symptôme qui est quand même assez présent chez moi. J'en ai parlé dans ma vidéo sur la dissociation, fait que je pense pas que je vais comme m'élaborer plus là-dessus, mais comme, bon, ça fait partie du diagnostic. Au niveau des hallucinations, encore une fois, ça va être dans les périodes de grand stress. Ça arrive pas à tout le monde. Puis encore là, c'est pas aussi intense que, mettons, quelqu'un qui va avoir un trouble schizoaffectif ou qui va être schizophrène ou des choses comme ça. Bon, pour moi, ça arrive parfois, mais c'est vraiment rare. Puis c'est vraiment dans des périodes où comme le stress est à un niveau vraiment intense. Généralement, pour moi, ça va être des hallucinations auditives dans le sens que, mettons, j'allais être dans une pièce, puis, mettons, ma blonde allait être dans l'autre pièce, puis j'allais l'entendre chuchoter, puis comme l'entendre dire des choses à propos de moi, puis dire comme, je suis tellement plus capable de qu'elle, des choses comme ça. Généralement, ce que j'allais faire, c'est que, bon, vu que c'est généralement le même type d'hallucination, je m'en rendais compte. Puis pour me rassurer, j'allais juste comme faire Hey, est-ce que tu es en train de te parler à toi-même en ce moment? Des fois, elle répond Oui, mais comme je me parle de ma journée de travail, je réfléchis à des affaires, ça a par rapport avec ça. J'étais comme OK. Ou des fois, ça va être non. Puis là, j'étais comme Ah, OK. Bon, encore là, c'est assez rare. Chez d'autres personnes, ça peut être des hallucinations visuelles dans le sens de comme des shadow people dans ton angle mort, des choses comme ça. Ça m'arrivait un petit peu plus quand j'étais plus jeune, mais ça m'arrive pratiquement plus. Hein. Ouais. Donc, c'était les symptômes. Les symptômes doivent avoir débuté au début de l'âge adulte, mais peuvent survenir au cours de l'adolescence. Donc, ça peut avoir commencé à il faut que ça ait commencé, c'est ça. Ça peut pas commencer soudainement à comme 40 ans, puis comme, oups, je viens de développer un TPL, tu sais. Donc, au niveau des causes et des facteurs de risque, il y a quand même un aspect héréditaire important. Donc, les parents au premier degré de quelqu'un de TPL ont 5 fois plus de chances de l'être eux-mêmes que le reste de la population en général. Donc, ouais, il y a un aspect héréditaire. Pour moi, dans ma famille, en tout cas, il n'y a personne à diagnostiquer, puis je pense dans mon entourage proche, je pense pas qu'il y en ait. Mais c'est quand même une des raisons pour laquelle je ne compte pas avoir d'enfants biologiques dans le futur, parce que je veux pas leur transmettre cette charmante patente. Bon. Ensuite de ça, bon, stress et trauma dans l'enfance qui va être souvent une cause. Peut-être pas dans tous les cas, encore là, vu qu'il y a d'autres facteurs de cause, de risque de cause, mais c'est quand même quelque chose qui est souvent là. Ensuite de ça, il va y avoir des facteurs biologiques. Donc, au niveau de la chimie de ton cerveau, là, j'ai pas fait la recherche exactement de comme qu'est-ce qu'il va avoir en surplus ou en manque ou quelle partie du cerveau va être plus développée, moins développée. Rentrez pas là-dedans parce que je m'y connais pas pantoute. Mais bon, il y a des symptômes biochimiques, des facteurs de risque biochimiques. Puis ensuite de ça, 75% des gens diagnostiqués vont être assignés femmes à la naissance, donc ça peut être considéré comme un facteur de risque. Mais encore une fois, je pense que c'est un diagnostic qui est peut-être sous-diagnostiqué chez les personnes assignées hommes à la naissance, puis peut-être surdiagnostiqué aussi chez les personnes assignées femmes à la naissance. Donc, il faut faire la part des choses, là, c'est pas 75% des gens qui ont un TPL sont assignés femmes à la naissance, c'est peut-être il y a comme il y a des variantes là-dessus. Là. Mais c'est quand même un facteur de risque. Au niveau des traitements, bon, comme pas mal tous les troubles de santé mentale, la psychothérapie est fortement recommandée. Bon, au niveau du TPL, ça va être particulièrement la thérapie dialectique comportementale. En anglais, c'est DBT. C'est une thérapie qui a été développée par une psychologue et chercheuse, Marsha Linehan.
qui elle-même est TPL et qui a développé ça spécialement pour les gens TPL. Je comptais peut-être faire une vidéo dans le futur là-dessus, là, c'est quand même intéressant, c'est séparé en 4 volets. Donc oui, vous me direz si jamais ça vous intéresse. Au niveau de la médication, bon, pour gérer l'humeur, ça va être des antidépresseurs, gérer l'anxiété aussi un peu. Généralement, ce qui va être prescrit, ça va être des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, donc des SSRI en anglais. Pourquoi? Parce que c'est généralement un médicament qui est assez bien toléré par le patient et surtout parce qu'il y a des faibles risques de surdose. Donc, sachant les tendances aux tentatives de suicide qui peuvent être présentes et tout, ils vont généralement opter là-dessus. Ensuite de ça, bon, des antipsychotiques, généralement de 2e génération, donc des antipsychotiques atypiques, comme Seroquel, olanzapine, des choses comme ça. Ça va être prescrit généralement pour gérer l'anxiété, la colère, l'impulsivité, les symptômes cognitifs comme les pensées paranoïdes et tout. Encore une fois, généralement, ça vient avec beaucoup de comorbidité et tout, beaucoup d'anxiété. Mais c'est rare qu'ils vont prescrire des benzos pour l'anxiété dans un cas de TPL. Encore une fois, parce qu'il y a un haut risque d'addiction. C'est quand même addictif comme médicament. Et parce que, bon, pour les surdoses, c'est pas génial. Je vais faire la conclusion tout de suite. C'est un sujet que je tenais vraiment à parler parce que, honnêtement, c'est un diagnostic qui est énormément stigmatisé, énormément mal représenté dans les médias et comme juste en général. On commence à en parler un petit peu plus ces années-ci, mais comme il reste encore beaucoup de chemin à faire. Je risque de faire des prochaines vidéos encore sur le sujet, mais comme d'angles différents. Donc, j'aimerais vraiment faire une vidéo sur justement la stigmatisation, autant en général, là, comme les préjugés qu'on peut avoir, mais comme aussi au niveau de la communauté médicale, parce que, bon, il va y avoir plusieurs psychothérapeutes ou psychiatres qui vont refuser de traiter des gens avec un TPL parce que ça leur fait peur un peu. Il y a beaucoup de stigma encore là, puis comme je trouve ça important d'en parler. Je voulais peut-être parler aussi des 4 sous-types pour aider à mieux comprendre comme encore là, c'est pas coupé au couteau, là, mais ça peut aider à comme mieux comprendre comment certains symptômes vont se manifester chez les gens. Là, ça c'est plus niche, mais si jamais ça vous intéresse là, de parler de la thérapie dialectique comportementale, je trouve que ça peut être intéressant, là, surtout que ça a été développé spécialement pour le TPL. Puis bon, peut-être au courant de cette vidéo-là, parler de la représentation dans les médias, parce qu'encore là, c'est au niveau du stigma, là, ça va être ça va être vraiment mal représenté. Donc c'est ça, vous me direz si vous avez apprécié cette vidéo-là, puis si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Puis ben on se revoit pour une prochaine vidéo. Peut-être même cette semaine si je m'ennuie vraiment trop, mais il faudrait que je fasse comme mon étude et autre chose, mais bon. Donc voilà, je sais pas comment finir là. Bye, bonne soirée, à la prochaine.